Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et on est ravis de vous accueillir comme tous les jeudis, les vraies voix qui font rouler la France avec Philippe David. Ça va Philippe David? Ça va très bien Cécile, et vous? Très bien, ravi en tout cas de cette émission. Au sommaire de cette émission, le groupe Indigo, pilier de la mobilité urbaine, c'est leader mondial du stationnement et de la mobilité individuelle, essentiel au développement des smart cities, est à la tête d'un parc de plus de 5500 parkings dans le monde. Indigo propose des solutions innovantes pour améliorer la mobilité urbaine. Sa stratégie Parking du futur fait du groupe le premier opérateur à tester des dispositifs au sein d'une logistique urbaine efficace et minimisant ainsi les nuisances et les riverains que l'impact sur l'environnement. On en parle dans un instant avec le président du directoire d'Indigo, Sébastien Fraisse, est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. ABB e-Mobility est une filiale du groupe ABB spécialisée dans les solutions de recharge pour véhicules électriques. En tant que leader mondial, ABB e-Mobility dispose de la plus grande base installée de chargeurs rapides à courant continu et offre une disponibilité de service exceptionnelle. Notre invitée sera Vanessa Bisconti-Cato, directrice générale d'ABB e-Mobility France. Et puis, quel est le marché des camping-cars, des caravanes, des vannes en cette période de forte période de vente à l'occasion des grands départs en vacances? On fera le point avec Laurent Radi qui sera avec nous dans quelques instants, président de Paru Vendu. On vous souhaite la bienvenue. Les vraies voix qui font rouler la France, on est ensemble jusqu'à 20h. Les vraies voix Sud Radio. Et nous sommes avec Gwendal qui nous appelle de l'Ardèche, le coup de cœur, le coup de gueule aujourd'hui. Bonsoir Gwendal, bonsoir, merci Gwendal d'être avec nous. Votre coup de gueule. Bonsoir, oui bonsoir. Oui, c'était moi je fais énormément de kilomètres par jour, hein. Je fais 150 kilomètres par jour. Ouais. Oui. Et donc j'emprunte énormément les routes, et moi mon gros coup de gueule c'est les clignotants que ça n'existe plus. Plus personne, beaucoup de monde ne met plus les clignotants, ça devient j'ai même failli avoir un accident il y a pas très longtemps à cause de ça, et c'est vraiment l'incivilité des gens. Ils pensent qu'à eux, ils boivent sans prévenir. Vous parlez de Philippe David en fait, c'est ça? Non, je ne suis pas allé dans l'Ardèche depuis longtemps. Ouais. Non, c'est pas ouais. Mais même dans les ronds-points, on attend et que les ronds-points ils les mettent pas. Enfin, c'est vraiment déjà dangereux, et puis c'est. Mais Gwendal, une question. Alors, c'est pas nécessaire de mettre son clignotant quand vous rentrez dans le rond-point, hein, sinon ça n'a aucun intérêt, c'est quand vous en sortez. Non, quand on est dedans. Bah oui. Est-ce que ça ne pose pas une question de sécurité routière? Parce que ne pas mettre le clignotant, c'est infiniment dangereux. Et comme il n'y a plus de bleu au bord des routes, ce n'est jamais sanctionné. C'est beaucoup plus dangereux de rouler à 5 à l'heure trop vite, mais il y a plus de bleu, mais il y a plein de radars fixes. Est-ce que ça pose pas un problème de sécurité routière? Je sais pas, hein. Moi je fais énormément de kilomètres, j'ai jamais j'ai failli avoir un accident à cause de ça, moi j'ai déboîté, j'ai mis le clignotant et j'ai eu quelqu'un derrière qui a pas mis son clignotant et qui a failli me foncer dedans, quoi. Ah oui. Et c'est vraiment et puis même les routiers, hein, même les camions, ils mettent plus leur clignotant, ils doivent prévenir pour déboîter, c'est le seul on va dire point lumineux pour qu'on sache où on va, quoi, en fait. Alors donc, maintenant, avec les voitures, la modernité des voitures et l'intelligence artificielle, la technologie, forcément ça facilite ou ça oblige, quand vous vous déplacez un peu sur la droite, la voiture vous rappelle à l'ordre. Mais c'est vrai que c'est la base du clignotant, c'est sûr. En tout cas, c'est bien de le dire, parce que même moi, parfois, Pourquoi parfois? Parce que parfois. Parce que quand. Je vous allais dire jamais je n'utilise le clignotant. Non, bien sûr, mais tous, parfois, il nous arrive de pas avoir d'instinct la possibilité, enfin en tout cas de mettre son clignotant quand on tourne, et c'est vrai que c'est une mauvaise opération. Merci en tout cas à Gwendal, de ce coup de gueule, et vous avez raison de le rappeler, c'est très important pour la voiture. La route ne vous appartient pas, ne nous appartient pas, elle appartient à tout le monde, donc il faut faire attention aux règles. Allez, on fait une petite pause. Dans un instant, Sébastien Fraisse sera avec nous, président du directoire d'Indigo. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et d'ici 2050, 70% de la population mondiale vivra en ville. Indigo, le leader mondial des parkings, s'engage à répondre à ses besoins en offrant des services de proximité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et en favorisant bien entendu le développement durable. Sébastien Fraisse est avec nous, président du directoire d'Indigo. Merci d'avoir accepté notre invitation. La mutation aujourd'hui des villes, la mobilité, la mutation de la mobilité, forcément, vous, acteurs des villes, l'un des acteurs
secteurs les plus proches des villes, il fallait aussi que vous changiez un petit peu votre modèle, ou vous ouvriez un petit peu vos services avec une stratégie que vous appelez d'ailleurs le parking du futur. C'est quoi cette stratégie ? Oui, effectivement, bonsoir et merci pour l'invitation. Il est vrai qu'on est confronté à un mouvement général assez impressionnant en termes de mutation des mobilités dans les cœurs de ville. On a la chance chez Indigo d'être dans plusieurs pays, dans 11 pays, on est dans 500 villes, donc on voit les choses de manière assez globale. On n'a plus la même demande que ce soit des villes moyennes ou des très très grandes villes comme à Paris, et on est obligé de s'adapter pour accompagner ce mouvement, puisqu'on a toujours été, ça a été toujours notre ADN, que de supporter les villes dans leur transformation. Et donc, pour prendre quelques exemples très concrets qui vont être parlants pour les auditeurs, on est amené, par exemple, à déployer de manière très très massive des bornes de recharge électrique. C'est quand même une nécessité. On est amené, chose qu'on n'aurait jamais imaginée il y a quelques années, à déployer de manière également assez généralisée des parcs à vélos dans nos parcs souterrains. Il y a 5 ans, on m'aurait dit les vélos vont descendre dans les parcs souterrains. J'aurais regardé ça donner. On partage, un nous, peu étonné, mais finalement, c'est une demande très forte. Les Parisiens, par exemple, se sont équipés massivement en vélo électrique, qui ont de la valeur, donc on leur propose des solutions, je dirais, de stationnement à l'abri, sécurisé, pour justement pouvoir vivre leur nouvelle mobilité de manière un peu plus apaisée. Le groupe Indigo s'engage à diminuer la dépendance à la voiture individuelle en ville. C'est quoi l'alternative ? C'est vrai qu'on a toujours eu en tête que de toute façon ces tendances-là étant inéluctables, il fallait les accompagner, qu'une entreprise comme la nôtre avait la responsabilité d'être aux côtés des villes pour ce mouvement. Et donc on a toujours eu par exemple des partenariats en ce qui concerne le covoiturage ou de travailler avec les sociétés de location de véhicules, puisque c'est aussi une demande assez forte. Ces entreprises veulent se rapprocher des cœurs de ville, puisque la voiture individuelle diminue en termes en tout cas de possession, mais les Parisiens ou les habitants des grandes métropoles continuent d'avoir besoin de temps en temps quand même d'un outil de mobilité. Et donc on voit que tous les modèles se transforment, et on est un petit peu au cœur du jeu, puisqu'on est titulaire, entre guillemets, on détient des actifs vraiment au cœur de ville, conçus pour cela depuis, pour certains, pas mal d'années. Et donc, charge à nous de les rendre le plus utiles possible pour accompagner cette transformation. Alors, il y a de moins en moins de places de parking dans les villes, en l'occurrence à Paris, mais aussi dans des grandes villes. Chez vous, vous avez quand même des centaines de mètres carrés. Il y a quelque chose qui a changé aussi. La voiture a changé. La taille de la voiture a changé. Et la taille des places. Est-ce que ça va changer aussi quelque chose? Est-ce qu'il faut réorganiser finalement le parking en fonction des voitures, peut-être mettre moins de voitures et plus d'autres choses? Est-ce que les gens utilisent les parkings souterrains autant qu'ils les utilisaient avant? Alors là encore, on va avoir des situations très très diverses. Il y a un certain nombre de villes moyennes par exemple, où effectivement, comme ailleurs et comme dans les très grandes villes, les maires veulent chasser la voiture de la surface, mais la voiture continue d'être le moyen de mobilité indispensable pour accéder au cœur de ville, et la ville en a besoin, c'est le lieu où on se rencontre. Et donc là, on nous demande justement, y compris, on continue de construire des ouvrages dans ces villes pour permettre d'accueillir les véhicules et enfin requalifier la surface, parce que personne n'a envie, j'allais dire à Saint-Jean-de-Luz comme à Paris, d'avoir des marées de voitures et préfèrent des terrasses de café. Alors effectivement, vous parlez de la taille des véhicules. Oui. La taille des véhicules, le phénomène qu'on voit, c'est qu'on a des très petites voitures plus petites qu'avant, et puis le segment extrême, SUV, comme on l'appelle parfois de manière un peu simple. Et donc effectivement, il nous faut parfois accompagner ce mouvement-là. Il y a un certain nombre de parkings où on a fait le choix, dans des rénovations, de réduire le nombre de places, les rendre plus confortables, parce que de toute façon, si vous pouvez vous entêter sur la peinture telle qu'elle est dessinée au sol, si les voitures sont trop larges, de toute façon les places elles sont sur les plans, mais elles n'existent pas dans la réalité. Vous pouvez pas vous y garer, ou alors vous restez dans la voiture, vous pouvez pas sortir. Donc je dirais, seule chose qu'on n'adresse pas, effectivement, on ne dépasse pas les poteaux. C'est pas que ce soit techniquement impossible, mais ça a des coûts gigantesques qui n'ont aucune rentabilité. Et donc, effectivement, on est amené à réduire dans certains parkings le nombre de places pour accompagner cette tendance. Et dans le parking du futur, c'est quoi les nouveaux services que vous intégrez et que vous allez intégrer? Alors, effectivement, dans cette réflexion du parking du futur, on a voulu se projeter un petit peu à la mode des concept cars pour les constructeurs automobiles, en disant qu'est-ce que pourrait être la palette des offres qu'on pourrait proposer de manière un peu théorique, mais utile en termes de remue-ménage. Et donc, on a considéré typiquement que les premiers niveaux souterrains qui étaient directement connectés à la surface devaient être des extensions de la ville. La ville doit se densifier. Un certain nombre de services sont nécessaires, sont pas forcément faciles à localiser en pied d'immeuble. Et donc, des enjeux de logistique urbaine, par exemple, pourraient trouver de parfaites réponses dans ces niveaux-là. Tout au fond,
On est sur des niveaux évidemment très différents. Là, on pourrait imaginer, compte tenu notamment des caractéristiques thermiques de ces niveaux, qu'on pourrait y trouver des data centers ou des choses, voilà. Pourquoi pas contribuer au réseau de froid ou de chaleur dans les grandes villes. Et puis on conserve bien entendu le stationnement dans les niveaux intermédiaires à travers bien entendu l'électrification des places, puisque c'est un mouvement massif. Et donc on a voulu ainsi vraiment dessiner ce que pourrait être la contribution d'un ouvrage souterrain dans une ville en transformation, considérant qu'on était finalement certes leader du stationnement, certes leader de la mobilité individuelle, mais aussi leader dans la gestion d'actifs souterrains dans des lieux premium. Comme vous le savez, à Paris, on a une centaine de parkings, par exemple, quand on est sous la place Vendôme ou sous la Concorde. Ça veut simplement dire qu'il y a sûrement des choses nouvelles à imaginer, et on est sur ce sujet-là à travers notamment des initiatives en matière de logistique. Alors vous êtes aussi un acteur forcément de la ultra proximité, parce que c'est souvent le dernier kilomètre, on parle souvent de ça, et vous déployez aussi des choses assez étonnantes, puisque à Paris, en tout cas c'est ce que j'ai vu, la possibilité d'avoir un marché de proximité et de se faire livrer aussi, et de donner la possibilité de se faire livrer des légumes par le biais de vos souterrains. C'est absolument ça. C'est qu'on a eu une discussion avec un partenaire que je peux citer, qui est monmarché.fr, qui est une filiale du groupe Grand Frais bien connu, je pense, de nos auditeurs, plutôt en périphérie d'agglomération, qui souhaitait rentrer dans les cœurs de grandes villes, à la recherche de surface d'environ 1000 m² pour aménager leur chambre froide et puis toute la chaîne logistique. Évidemment que ça ne se trouve pas comme ça. A fortiori, par exemple, sur l'île de la Cité, ça n'existe pas. Et donc, on leur a mis à disposition, on a travaillé ensemble, on leur a mis à disposition des surfaces souterraines, et donc ils se sont installés chez nous dans plusieurs sites, dont l'un sous la place Dauphine, par exemple. Et effectivement, c'est l'endroit où les produits frais sont livrés tôt le matin. Il y a des chambres froides. Les Parisiens commandent pour la journée ou le lendemain ce qu'ils ont envie de commander à travers leur application. Et puis tout ça est préparé dans le parking, dans leurs espaces, et livré à domicile à travers des tricycles électriques, parce que ça fait évidemment aussi partie de l'équation aujourd'hui. C'est que ce qui fait sens, c'est que le dernier kilomètre soit réalisé avec des moyens ultra décarbonés. Donc on est sur du tricycle électrique en l'occurrence. Donc voilà, un très bel exemple, très belle réussite qui fonctionne depuis maintenant 4 ans. Et qui peut se déployer dans toutes les villes de France, qui pourrait, en fonction des acteurs partenaires. Oui, théoriquement oui. On a identifié un certain nombre de surfaces qu'on pourrait mettre à disposition de partenaires, environ 100 000 m² sur la France. C'est déjà pas mal, du volume. Évidemment avec des contraintes, il y a des éléments assez têtus dans nos ouvrages, le gabarit, les rampes d'accès, donc il faut que les acteurs acceptent aussi de revoir, y compris leur process opérationnel. Parce qu'on ne peut pas travailler de la même façon dans un grand entrepôt de banlieue que dans un parking souterrain au cœur de ville. Vous avez parlé de décarbonation. Comment Indigo adapte-t-elle ses infrastructures pour la décarbonation ? Notamment, on en parle toujours, on aura tout à l'heure une fabricante de bornes, pour installer les bornes dans les parkings. Oui, alors effectivement, c'est un très gros sujet chez nous. On a considérablement accéléré le déploiement, puisqu'on est sur le réseau français, donc on est à peu près sur 600 parkings. On en est à les 4700 bornes déployées au moment où je vous parle. Ah oui, c'est bien. Oui. Au-delà du chiffre, on a doublé en un an, et on a un objectif à 8000 bornes à la fin de l'année 2025. Donc on va à nouveau doubler dans les 18 prochains mois. Donc c'est considérable. Pardon, je vous coupe, c'est la borne du quart d'heure, de 20 minutes, c'est-à-dire que... Non, nous on a privilégié le déploiement, j'allais dire le plus conséquent sur les bornes. Vous voulez faire un plein, c'est plusieurs heures, donc les bornes, pour ceux qui connaissent un peu le sujet, plutôt à entre 7 et 11, voire 22 kilos. Pourquoi ? Parce que notre priorité, c'était nos abonnés, ceux qui restent longtemps, qui ont besoin, prenez le cas d'un Parisien qui se gare chez nous tous les soirs, demain il doit passer à l'électrique, il faut qu'il trouve sa solution. En parallèle, on a quand même, pour adresser le sujet que vous évoquiez, on a des partenaires qui déploient également dans nos parkings souterrains des stations de charge ultra rapide. On avait inauguré la première en France dans un parking souterrain en décembre 2022 à la Porte d'Italie, avec le partenaire Electra. On a également un partenariat avec Engie Solutions. Et donc voilà, là on adresse véritablement le sujet de la station-service et du maillage indispensable qu'il va falloir mettre en place au niveau national, mais également dans les cœurs de métropole. Et là, la clientèle privilégiée, on va retrouver les taxis, on va retrouver les VTC, qui, eux, ont besoin de se charger très vite. Le temps a de la valeur pour eux en milieu de journée, et ils n'ont pas forcément de solutions très nombreuses dans les cœurs de ville. Si on regarde un petit peu, puisqu'on sait que vous êtes en Espagne, on l'a dit, vous êtes dans plusieurs pays dans le monde, qu'est-ce qu'on peut prendre d'ailleurs l'Espagne, vous traitez le sujet du parking, mais pour le coup à l'extérieur, puisque vous gérez les parkings en surface.
Alors, pour pas Madrid seulement en Espagne, y compris en France, mais effectivement, à Madrid, par exemple, on est un des opérateurs de la voirie de Madrid, comme ça peut nous arriver en France, par exemple, à Strasbourg, à Metz, à Perpignan et ailleurs. Et donc, effectivement, ça c'est moins connu parce que moins visible, mais on est un opérateur aux côtés des villes pour les aider à gérer leur stationnement de surface. C'est un sujet qui est devenu ultra sensible. Ouais. Parce qu'évidemment, c'est un espace qui a beaucoup de valeur et les villes, quelle que soit leur taille, ont envie de se le réapproprier. Et donc veulent, je dirais, gérer cet espace de manière beaucoup plus fine en essayant de mieux piloter les usages. Oui, c'est un métier en plus. Voilà. Ouais. Donc on est à leur côté avec l'idée qu'effectivement, quand on est en plus un opérateur aussi en souterrain, on a une vision globale et c'était très utile dans ces raisonnements. Et je rebondis, Philippe, sur ce qu'on peut prendre de ce qui se passe à l'extérieur de nos frontières qui pourrait nous être utile. Alors effectivement, on est dans 10 pays différents, en Europe et aux Amériques, du Canada, le Brésil, la Colombie, l'Espagne, vous en parliez, la Belgique, Suisse, Pologne, Luxembourg et Andorre. C'est le dernier né, puisque dans une acquisition récente qu'on a fait en Espagne, on avait un petit portefeuille en Andorre. Les choses sont assez différentes d'un pays à un autre et on apprend par exemple beaucoup au Brésil qui est dans une dynamique complètement différente bien entendu que de ce qu'on appelle chez nous la vieille Europe. Mais si vous restez même au niveau européen, on voit que par exemple on parlait d'électrification, le pays dans lequel les consommations, en tout cas les usages en matière de recharge électrique sont les plus avancés, c'est la Belgique. À l'inverse, l'Espagne est plutôt en retard, la France se situe un petit peu au milieu, et donc on s'alimente beaucoup de ce qui se passe du phénomène belge en se disant de toute façon ce n'est que de l'avance et la France, puis l'Espagne et autres vont accéder aux mêmes trajectoires. Donc ça nous permet de préparer les déploiements et de voir la manière dont on peut mieux agir pour accélérer cette pénétration. Pour un sujet un peu terre à terre mais qui intéresse nos auditeurs, comment se calcule le prix du stationnement dans un parking ? Alors c'est pas, je vais décevoir les auditeurs, c'est pas de la grande mathématique et de la grande science. Il faut être. C'est pas de la quantique. Non, absolument pas. Le tarif de stationnement, 90% des parkings que nous opérons en France sont sous un modèle de concession de délégation de service public, c'est que la ville est propriétaire. Et donc le tarif est celui qui est prévu dans notre contrat. Et on ne fait pas ce qu'on veut, je le dis tout de suite pour certains qui pourraient penser le contraire. C'est important à savoir pour les auditeurs. Absolument. Et donc ce n'est pas un tarif technique, c'est bien souvent, et c'est normal, un tarif politique. Quel est le tarif que la ville veut appliquer ? Parce qu'on sait très bien qu'à travers le tarif, on va pouvoir peser sur les comportements, les usages, rapporter des recettes dont une partie importante peut appartenir à la ville. Donc évidemment, ce n'est pas un sujet purement technique. Donc avec le prix du stationnement des SUV qui va exploser à Paris à la rentrée, les propriétaires de SUV peuvent s'inquiéter parce que le prix du stationnement en parking va augmenter aussi. C'est pour un ami. C'est pour un ami. Alors pour l'instant non, ils n'ont pas à s'inquiéter puisque la ville de Paris, dont nous opérons une 60aine de parkings à Paris, ne nous a pas demandé de modifier quoi que ce soit en matière de tarification sur les SUV. Ouf. Oui, je rappelle que c'était aussi pour une amie. Je rappelle que dans les arguments qui ont conduit à la décision validée hier en Conseil, il y a effectivement le fait que ces véhicules, de par leur encombrement et leur poids, on en parlait tout à l'heure. Du point de vue de la ville de Paris, et c'est une décision politique et c'est normal, chaque ville doit décider de son destin en matière de stationnement en surface, décider que ces véhicules étaient pas les bienvenus, ou pas les mieux, en tout cas les mieux venus en surface, et donc on s'attend à ce qu'on en retrouve un petit peu plus dans les parkings. J'ajoute tout de suite que les places qu'ils vont libérer vont être prises par d'autres véhicules qui sont peut-être chez nous aujourd'hui, donc on n'espère aucun effet d'aubaine de ce phénomène, mais encore une fois, si la ville devait décider d'accompagner le même mouvement sur les parkings, il faudrait qu'elle en discute avec nous, mais elle en serait la première à communiquer, c'est absolument pas l'ordre du jour. En tout cas au moment où je vous parle. Dernière petite question sur la digitalisation, parce que l'expérience client forcément d'un parking. Aujourd'hui, il y a un site, en tout cas il y a une application qui existe. Est-ce qu'elle va être transformée ? Est-ce qu'on va pouvoir se nourrir de services supplémentaires dans cette appli ? Oui, alors effectivement cette application c'est Indigo Neo. Le groupe d'Indigo a investi depuis pas mal d'années sur le digital parce que le stationnement qui paraît un service basique n'échappe pas à la grande règle que tous les services se digitalisent. Et nous, on a fait le choix, à travers cet investissement, de réconcilier finalement deux mondes qui sont assez peu connectés. On parlait de la voirie, le paiement mobile en voirie, quelque chose que je pense tout le monde pratique désormais. Malheureusement. Et puis en parking, certains autres opérateurs digitaux proposent des produits de stationnement en parking. On a souhaité une application qui permette de faire les deux. Et par exemple, si vous stationnez à Paris, et c'est le cas dans d'autres très grandes villes, vous avez avec le même compte la possibilité à la fois de vous garer et de payer en surface, mais également d'acheter votre abonnement en parking, éventuellement de stationner de manière plus inopinée en visiteur. Est-ce qu'on pourra réserver une place à l'extérieur un jour ?
Est-ce que c'est l'avenir ? Pour l'instant, c'est pas prévu parce que pour réserver une place en extérieur, je rappelle que l'extérieur, c'est le domaine de la ville. On fait surtout ce que la ville nous demande, mais il n'y a pas de projet qui consisterait à réserver sa place en voirie. Ça paraît assez complexe en fait parce qu'il faudrait garantir le respect de cette règle, c'est pas toujours évident. On sait que dans certains quartiers, l'espérance de vie d'une place libre en surface est assez faible. Donc le temps, y compris d'aller communiquer aux usagers potentiellement intéressés que la place est libre, elle l'est déjà quasi plus. Et donc on a beaucoup plus investi sur les notions de la capacité à compter. Est-ce que c'est disponible dans tel quartier? Est-ce qu'il y a de la pression? Est-ce que vous allez vous garer facilement? Si c'est pas le cas, allez tout de suite sur des parkings. Ne tournez pas pendant un quart d'heure. Vous allez manger du carburant et polluer un peu plus la planète, ce qui n'est pas l'objet. Exactement. Merci beaucoup Sébastien Fraisse d'avoir été avec nous, président du directoire d'Indigo. Allez, vous restez avec nous dans un instant. On parlait de bornes. Eh ben, on parle dans un instant avec notre invité. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et on est ravis de vous retrouver. ABB E-Mobilité est une filiale du groupe ABB spécialisée dans les solutions de recharge pour véhicules électriques. Et notre invitée Vanessa Visconti-Cato est avec nous, directrice générale d'ABB E-Mobility. Je vais y arriver. On vous souhaite la bienvenue. Merci d'être avec nous. Une solution finalement de recharge rapide. On en parlait il y a quelques instants avec le président d'Indigo, nécessaire aujourd'hui pour fluidifier forcément le trafic. Absolument. Alors peut-être juste revenir un mot sur qui est ABB et ABB E-Mobility. Donc ABB déjà c'est une société helvético-suédoise qui existe depuis plus de 140 années. Voilà, 105 000 collaborateurs de par le monde et qui historiquement, quand même. Voilà, c'est un gros groupe industriel qui conçoit, produit des solutions dans les domaines de l'énergie et de l'automatisation. Et à l'intérieur de ce grand groupe, naît en 2010 ABB E-Mobility, donc une activité qui va être, elle, dédiée à la fabrication des bornes de recharge pour les véhicules électriques. Et véhicules électriques, on dit en fait derrière ça véhicules individuels légers, donc les véhicules qui stationnent dans les parkings Intigo dont on a parlé juste avant, mais aussi les bus et demain les camions pour le transport de marchandises. Alors, ce qui est important, la France, vous avez installé plus d'1 million de bornes désormais dans le monde. Vous êtes ABB E-Mobility, alors c'est un E comme électricité, mais on le prononce à l'anglaise une fois à la française. C'est un marché important pour ABB E-Mobility, la France ? Oui, effectivement. Alors en France, c'est à peu près... Alors déjà dans ce million, je vais revenir sur ce million, il y a une grande variété de chargeurs. On a des chargeurs plutôt lents qu'on retrouve chez soi à domicile dans son garage, et puis des chargeurs courant continu ou des chargeurs rapides. Les chargeurs rapides, c'est à peu près 60 000 chargeurs dans ce million qui sont installés aujourd'hui un peu partout dans le monde. Et en France, on a un peu plus de 3500 chargeurs rapides qui sont installés aujourd'hui sur le territoire français, ce qui fait de la France un gros pays pour ABB E-Mobility en effet. Alors vous allez accompagner forcément les camions à cette décarbonation, parce que c'est vrai qu'on est passé par la voiture, par le vélo, par le scooter. Il reste les camions, c'est quand même un pourcentage important de véhicules qui traversent nos routes tous les jours. Oui, absolument. Alors au-delà, on parle beaucoup de la mobilité individuelle et du véhicule électrique individuel, mais aujourd'hui on sait très bien qu'une grosse partie des émissions de CO2 proviennent du transport de marchandises, de nos consommations à nous tous tous les jours. Et donc il faut aussi, si on veut vraiment avoir un impact sur la mobilité durable, décarboner la mobilité des transports et des poids lourds. Et pour ça, notre responsabilité industrielle, fabricant de bornes de recharge, c'est de créer une solution qui va permettre de les recharger. Parce que là, on a une contrainte qui est un peu différente. On sait en fait, finalement on a une contrainte, mais on connaît très bien leurs habitudes. On sait que ce sont des poids lourds qui vont avoir un trajet d'à peu près 3h30 et une pause réglementaire de 45 minutes. Donc on arrive sur des chargeurs, on parle du mégawatt chargeur. Oui. Alors, faut que ça soit très rapide. En gros, c'est 3 fois plus puissant que ce qu'on connaît aujourd'hui sur le véhicule individuel léger, pour vraiment comprendre de quoi on parle, parce qu'on n'a que ces 45 minutes pour pouvoir recharger ces poids lourds. Mais quand on parle poids lourds, c'est très vaste, les poids lourds. Ça va être pour le 38 tonnes, le 40 tonnes, le 44 tonnes, qui est le tracteur qui fait de l'affrètement ou de la messagerie en portage, ou est-ce que c'est pour le camion de livraison, le 12 tonnes, qui va livrer de Aulnay-sous-Bois à Paris et de Blagnac à Toulouse? Il fallait que je perde quand même un peu de ma vie. Non, alors, vous avez raison, il y a il y a une variété de camions
qu'on pourrait adresser. Déjà, je dirais aujourd'hui, la première partie qu'on va électrifier, c'est tout ce qui fait la livraison dernier kilomètre. D'accord. Avec les réglementations des zones à faible émission, votre livraison Chronopost, DHL, Amazon, j'en cite plusieurs, finalement doivent s'électrifier aujourd'hui parce qu'ils rentrent dans les cœurs de ville. Et là, c'est des VUL, c'est des véhicules utilisés légers, c'est pas des poids lourds. Voilà, c'est des plus petits camions. Et là, il n'y a pas de complexité parce qu'en fait, eux, ils rentrent tous les soirs à un dépôt et ils ont toute la nuit pour se charger. Donc, on peut même se charger en charge lente. Donc là, quand je vous parle du mégawatt chargeur, c'est plutôt le 32 tonnes qui va traverser l'Europe et qui a du coup toute une réglementation et une contrainte qui est bien différente. Donc, c'est plutôt ça l'enjeu, je dirais, technologique de demain, c'est ce mégawatt chargeur. Là, pourquoi je vous dis enjeu ? C'est un enjeu pour toute une filière, non seulement pour nous, fabricants, mais aussi pour les constructeurs de camions, parce qu'il y a toute une nouvelle norme à créer. Les connecteurs, ce ne seront pas les mêmes connecteurs que ceux qu'on a sur nos véhicules. Les protocoles de communication entre le chargeur et le véhicule vont être aussi différents. Ça veut dire qu'il va falloir former aussi les conducteurs ? Alors, il faut que former, oui, mais il faut qu'en fait, le geste soit aussi simple que celui qu'on a aujourd'hui à la pompe, comme pour le véhicule individuel. On n'a pas besoin, a priori, d'une grosse formation pour savoir plugger. Là où c'est plus compliqué, on pourra en reparler aussi, c'est de comprendre la recharge pour les usagers et les utilisateurs aujourd'hui, c'est de comprendre la charge, combien de temps, qu'est-ce que ça va me coûter, etc., etc. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de dire, c'est que la charge, elle doit être multiple parce que les trajets des camions, et ça aussi, c'est un investissement colossal pour vous et en tout cas pour le secteur du camion. Oui, absolument. Et puis là aussi, on aura différentes typologies parce que ce mégawatt chargeur qui va nécessiter du coup toute une nouvelle technologie, c'est vraiment quand vous avez ces trajets longs et besoin de charge rapide qui sera 45 minutes, le rapide pour le camion, durant cette pause réglementaire. Mais il y a aussi des camions qui vont rester du coup pendant 4h30, 5h, 6h ou plus pour faire leur temps de repos la nuit et qui là pourront se recharger sur des solutions qui existent déjà, donc sur d'autres typologies de chargeurs. C'est vraiment un enjeu pour pas mal d'acteurs de la filière. Une étude très intéressante avait été menée par Vinci Autoroute, Enedis et Total Energy, et il prévoyait qu'il fallait à peu près 12 200 bornes d'ici à 2030 sur le réseau français, avec différentes typologies de technologies pour couvrir ces besoins des poids lourds du transport de marchandises. Et on y sera quand ? 2030, c'est demain, et à la fois, il nous reste encore quelques années. Non, mais ça, c'est la version officielle. Mais la version officieuse, est-ce qu'on sera capable ? Et d'abord, est-ce qu'on pourra, une fois un camion va traverser la France et pour aller en Europe, il faut à un moment donné que ce camion puisse aussi se trouver la même chose ailleurs. Exactement. Et c'est ça aussi le souci. C'est toute une question aussi de volonté politique derrière des différents pays et d'inciter à ces efforts et ces investissements-là. Quand on parle de volonté politique, vous comptez sur l'aide des pouvoirs publics pour développer le camion électrique ? Pour développer globalement la mobilité électrique, je dirais. Oui. C'est pas que limité à la partie poids lourd. Et d'ailleurs, un des enjeux, c'est finalement d'atteindre les objectifs et ambitions du contrat stratégique de filière qui a été signé par l'État et la filière automobile le 6 mai dernier. Là aussi, sur le véhicule individuel, l'État a fixé un nouvel objectif de 400 000 points de charge ouverts au public à l'horizon 2030. On est à 130 000 aujourd'hui. Donc, vous demandiez tout à l'heure si la marche était haute ou pas. C'est déjà 30% de plus que l'année dernière. Donc, il y a des investissements qui se font tous les ans. Et d'avoir plus de 25 000 points de charge dits rapides d'ici à 2027. Là, on est à 19 000 à peu près en France. Donc, on est sur une bonne trajectoire, on est sur la bonne direction en tout cas. Et la politique du prix, parce que ça aussi c'est important. Alors la politique du prix, moi je pourrais pas forcément vous répondre là-dessus parce que c'est les opérateurs de transport, les CPO, les opérateurs de charge, qui fixent aujourd'hui le prix pour leurs clients et pas les fabricants de bornes que je représente aujourd'hui. En tout cas, ce qui va être important aussi, c'est vraiment de travailler sur la simplification de l'expérience du client. Et là, je reviens un peu sur un des points aujourd'hui qui est compliqué, c'est simplifier l'expérience et fiabiliser le réseau. Aujourd'hui, on a X cartes, tous usagers de véhicules électriques, X cartes dans sa poche pour se dire j'utilise laquelle en fonction du réseau. Demain,
Et là aussi, les pouvoirs publics et la norme européenne vont dans le bon sens, puisqu'on va imposer sur ces points de charge rapide d'avoir des terminaux de paiement pour carte bleue. Enfin, une carte bleue dans notre poche. Moi, j'ai celle de Philippe David. Hein, D'ailleurs, là, il y a un téléphone, c'est mon banquier qui appelle. Il ne le sait pas. Voilà, donc ça, on va vraiment simplifier et simplifier aussi le trajet européen. Vous allez ailleurs, vous avez une carte bleue dans tous les pays d'Europe. Bien sûr. Pour revenir sur les particuliers, en 2023, en janvier, au CES de Las Vegas, vous avez lancé une nouvelle solution, Terra Home, pour les particuliers. En quoi ça consiste et où en est-on 1 an et demi plus tard? Alors, la Terra Home, c'est une solution de recharge, je dirais, lente, qui est donc pour la recharge à domicile en courant alternatif. Donc ça, c'est une solution que vous pouvez avoir vraiment chez vous pour pouvoir vous recharger. C'est des solutions qui sont assez simples à mettre en œuvre et qui permettent vraiment d'avoir ce confort puisque vous partez le matin avec votre véhicule qui est chargé. La deuxième innovation qui avait été annoncée cette fois-ci au CES de Las Vegas cette année, c'est la A400. Et donc là, c'est une solution qui a été officiellement lancée sur nos marchés la semaine dernière. C'est une solution de recharge ultra rapide, 400 kW de puissance. Ah oui, quand même. Ah oui. Avec, donc là on est sur cette fameuse recharge, vous disiez tout à l'heure, en moins de 15 minutes, avec vraiment un axe qui a été donné sur la simplification de l'expérience utilisateur. Merci beaucoup Vanessa. Cécile, il s'est passé un miracle. On a parlé de poids lourd sans que vous fassiez de remarques désobligeantes sur mon léger embonpoint. C'est la première fois que ça arrive dans les vrais voix. Parce que vous êtes en bandeau depuis tout à l'heure, je ne vois pas. D'accord, c'est pour ça. Vanessa Visconti-Cato, directrice générale d'ABB e-Mobility. Merci beaucoup de nous avoir donné tous ces détails. Dans un instant, vous aimez le caravaning, vous aimez les vannes, vous aimez tout ça. Et ben voilà, c'est peut-être le moment pour vous d'acheter. On est à 1 mois et demi des vacances, des grandes vacances. Oui, et ben on fait un état des lieux avec Paru Vendu dans un instant sur le marché. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et avant de vous parler de caravaning, on va vous offrir un très joli cadeau puisque les vraies voix qui font rouler la France vous offrent la possibilité d'aller au championnat de France Superbike. C'est le 31 mai, le 1er et le 2 juin, championnat de France de Superbike avec Sud Radio. Et on vous offre 2 places. Pour 3 gagnants, 3 fois 2 places. Donc il y aura 3 gagnants différents. Et donc on fait le 5e appel au standard. Allez, le 10e appel. Et le 7e appel au standard. Allez, le 5-7-10 gagne 2 places pour le championnat de France Superbike du 31 mai au 2 juin 2024 à Nogaro. Les vraies voix Sud Radio. Et la tendance est au caravaning et on est content en tout cas avec Laurent Radi qui est avec nous, un président de Paru Vendu. Bonsoir, merci d'être avec nous. Est-ce qu'on prononce le X ou pas ? Bah, si vous voulez une petite version Obélix, Astérix, Radix, moi ça me va très très bien. Très drôle, j'aime beaucoup cet humour. Alors la tendance forcément est les vacances. On a l'impression qu'effectivement il y a une recrudescence du caravaning, du van, du camping-car, je ne sais plus comment on l'appelle parce que voilà. Et aujourd'hui, est-ce que c'est un marché florissant ? Au marché, c'est un vrai marché florissant qui a eu un boom post-Covid. On appelle ça maintenant le véhicule de loisir. On peut appeler ça le slow tourisme, le road trip, le van life. Mais en gros, post-Covid, explosion. Parce que ça a fait x2 en 2022 et 2023. Globalement, c'est 90 000 véhicules vendus chaque année. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Donc c'est de la caravane, du van aménagé, du caravaning, bien évidemment. Mais c'est 2/3 du marché de l'occasion aujourd'hui. Est-ce qu'il y a beaucoup d'occasions ? Est-ce que finalement c'est quelque chose qu'on garde toute sa vie ou il y a quand même un turnover ? La voiture aujourd'hui c'est entre 10 et 11 ans pour une caravane ou un camping-car. Est-ce que voilà, parce qu'il y a tellement de technologie aujourd'hui, on se dit il faut peut-être le changer tous les 5 ans. Oui, la technologie n'est pas forcément arrivée dans les véhicules de loisirs, mais vous avez 3 typologies. Vous avez la caravane, donc sédentaire, pas beaucoup de mobilité, donc la technologie elle est moins importante. Vous avez la très nouvelle tendance, c'est les vannes. Oui. Qui concerne vraiment les jeunes, et là-dessus, donc il y a une gamme de vannes très très neufs et très adaptés qui est en train de sortir, où effectivement sur le marché d'occasion, des jeunes, plutôt très jeunes, qui achètent des vannes et qui les customisent eux, qui font des particularités à l'intérieur. Donc ça explose. Et après le caravaning classique, qui est une valeur sûre,
qui stagne un peu, parce que vraiment les vannes est en train de progresser de manière très très forte. Décrivez-nous, à l'intérieur d'un camping-car aujourd'hui, c'est presque un appartement, c'est plus comme dans les années 70 par exemple. Oui. Si vous voulez une description du camping-car français ou américain? Comme vous voulez. Ils font 200 mètres carrés. Oui. C'est un appartement de 4 pièces, quoi. Voilà, c'est clair. Mais sur un caravaning français, vous avez une chambre séparée, vous avez une douche, une toilette, une cuisinière, un frigo, etc. Donc c'est un mini studio, hein. Des caravaning taille moyenne, aujourd'hui, ça fait 6-7 mètres par 3 mètres. Vous avez quasiment 20 mètres carrés. Vous, Parisiens, moi qui suis en province, 1 mètre carré, pour vous, c'est presque un appartement. Moi, c'est un petit studio. C'est un grand appartement. Voilà, on est d'accord. Pour une famille nombreuse. Voilà, tout à fait. Mais la tendance, c'est vraiment, par contre, les petits vans, notamment le California de Volkswagen, où il y a une petite tente sur le toit. Oui. Et là, c'est un vrai carton chez les jeunes. Et en plus, c'est mignon, c'est joli, c'est sympa comme. Ouais. De notre génération, même si vous êtes beaucoup plus jeune que moi, c'est un peu la génération du van Scooby-Doo. Oui. Et c'est un peu fun, c'est un peu rigolo. On met une tente dessus. Et le gros avantage, c'est que c'est beaucoup moins cher. Ça consomme beaucoup moins de carburant. Et on se gare sur une place de parking. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Donc la mobilité est beaucoup plus accrue et beaucoup plus accélérée. Et ça a séduit un public de 25-35 énorme. Ça fait x2 chaque année, hein, les vannes. Combien ça coûte? Parce que c'est ça qui est important. Alors j'imagine que en matière de permis, c'est la même chose qu'une voiture sur les vannes déjà. Et le prix moyen, alors pas neuf mais d'occasion, c'est quoi aujourd'hui? Pour vous donner un autre idée, un camping-car neuf moyen, ça coûte 70-80 000 euros. Là, on parle d'un camping-car, c'est ça. Un camping-car neuf, c'est moyenne à peu près 70 000 euros. En occasion, sur Paris vendu, sur des camping-cars qui ont 2-3 ans, avec 50 000 km, c'est 35 000 euros à peu près. Ah oui, c'est comme une décote de moitié, quoi, en fait. Ouais, quasiment. Sur les vannes, c'est 50-60 000 euros, neuf, en moyenne. Et à peu près, sur Paris vendu, on en trouve entre 30 et 35 000. Qui ont à peu près 40 000 km, qui ont 2-3 ans. Bon, la caravane, c'est imbattable, hein, sur le prix neuf, ça coûte 30 000, en occasion, ça coûte 15 000, etc. Mais il y a un truc qui est très juste, c'est que ces moteurs-là, que ce soit sur les vannes ou sur les camping-cars, c'est des moteurs qui sont faits pour durer très longtemps. Donc, vous pouvez faire 200 000, 300 000 km sans aucun souci. Oui. Est-ce qu'on peut rénover à l'intérieur? Est-ce que Oui. Là, c'est le grand jeu en ce moment, c'est que les gens achètent des modèles très anciens. Le home staging. 7 ans, 8 ans. Oui, des home car staging. Oui, c'est carrément, ça. On est dedans. Et ils achètent des véhicules qui ont 7 ou 8 ans. Et après, ils customisent à l'intérieur. Il y en a qui sortent la chambre. C'est pour ça que encore une fois, le van qui a une petite tente sur le toit fera un succès parce que tout l'espace de vie est concentré justement à la vie, à la détente. Et donc, les customisations se font sans arrêt. Et une rénovation d'un van, ça coûte 10-15 000 pour mettre une cuisine, un évier, une douche, etc. Mais si vous achetez un van qui coûte 10 000 euros, qui est un peu vieux, vous le customisez pour 25 000, vous avez une perle rare qui vous correspond tout à fait. Laurent Radix, quand on achète, il y en a 20 000 annonces en vente sur Paru Vendu. Quand on achète un van, une caravane, un camping-car, quels sont les points à contrôler auprès de l'acquéreur, du vendeur, pardon? Alors moi j'ai j'ai 2 points à dire, c'est que si vous voulez acheter un van ou un camping-car, déjà louez-en un avant. Pour tester. De manière très personnelle, je l'ai testé. Il faut tester avant. Donc, parce qu'une fois que vous l'avez dans votre recours, c'est compliqué. On l'a perdu. On a perdu notre petit souci de liaison. C'est dommage. On avait des conseils incroyables. Vous avez déjà fait du caravaning, vous? J'ai déjà dormi dans une caravane, et vous? Jamais. Non, jamais. Mais dans un camping-car aussi, une nuit ou deux. Camping-car, vous verriez en camping-car, vous? Ah ouais, ça pourrait m'amuser, oui. Ouais. Et pas vous? Bah si, c'est forcément celui dont il parlait, le grand camping-car qui part aux États-Unis pendant X temps. Et moi, je vous proposerais de traverser les USA avec moi en camping-car. Je conduis, je vous raconte des blagues pendant tout le trajet. Et la réponse est non. Allez. Merci beaucoup. On n'a pas pu retrouver la liaison, malheureusement. En tout cas, on a perdu Laurent Radim et on le fera revenir, président de Paru Vendu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Malheureusement, on n'a plus le temps. Merci beaucoup à Jean-Marie Bordré d'avoir préparé cette émission. Merci à notre équipe formidable et on vous retrouve demain à partir de 17h. Et on a les gagnants.
Bernard qui a gagné et qu'on embrasse très fort, qui a gagné ses 2 places pour le championnat de France du Superbike. C'est le 31 mai et le 2 juin. C'est sur le circuit de Nogaro, champion de France Superbike. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. On se retrouve demain à 17h. Demain et tout de suite à 20h02 après Sud Radio à votre service et le flash de Manon Bacour, Sud Radio Rugby avec le barrage Grenoble contre Dax avec l'équipe rugby de Sud Radio. Salut, à demain. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proche des entreprises.